Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sciences et Fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des pères de la science-fiction, à savoir Herbert George Wells. H.G. Wells est né le 21 septembre 1866 à Bromley, dans le Kent, au sein d'une famille peu fortunée. C'est à l'âge de 7 ans que Wells se découvre une passion pour la littérature. Alité avec une jambe cassée suite à un accident sportif, il n'aura d'autres occupations que de lire et découvrir ainsi 1001 mondes défiant toute imagination. En grandissant, Wells sera tour à tour marchand de tissus, assistant chimiste, enseignant auxiliaire. Autant de professions dans lesquelles il ne s'épanouira pas, mais qui nourriront son œuvre future. Il parviendra à décrocher une bourse d'études pour l'École normale de sciences de Londres pour étudier la biologie sous la coupe de Thomas Henry Huxley, grand spécialiste de l'anatomie comparée et fervent défenseur de la théorie de l'évolution de Charles Darwin, à tel point qu'on le surnommait le bulldog de Darwin. Wells comprendra rapidement le bien fondé de ses travaux et y adhérera. Il fera également partie de la société des débats de son école et se découvrira une passion pour la réforme sociale. Sciences et critique sociale, voilà poser les deux thèmes majeurs de l'œuvre de H.G. Wells. Dans l'École normale de sciences, Wells fondera un magazine qui lui permettra d'exprimer ses opinions littéraires, mais aussi de s'essayer lui-même à l'écriture. C'est ainsi qu'il publiera la Chronique des Argonautes, nouvelle précurseur de son fameux roman « La machine à explorer le temps ». Wells décrochera par la suite un diplôme de sciences, mention zoologie, ainsi qu'une licence d'enseignement. Il enseignera alors à la Henley House School, où il aura comme élève Alan Alexander Milne, l'auteur de Winnie l'ourson. Il publiera son premier ouvrage en 1893, un manuel de biologie en 2 volumes. Malgré tout cela, Wells ne parvient pas à subvenir à ses besoins et trouve refuge chez une de ses tantes. Et c'est là qu'il rencontre sa cousine, Isabelle, dont il tombe éperdument amoureux et qu'il épouse en 1891, pour divorcer 3 ans plus tard lorsqu'il tombe à nouveau éperdument amoureux d'une de ses élèves, qu'il épouse l'année suivante. Avec sa nouvelle épouse, que l'on appelle Jane, bien que ce ne soit pas son nom, ils vont vivre 18 mois à Woking, dans le Surrey. Et durant cette période, Wells écrira 2 de ses œuvres les plus célèbres, La guerre des mondes et La machine à explorer le temps. Il terminera aussi L'île du docteur Moreau, publiera Les roues de la fortune, un roman racontant la vie d'un apprenti marchand de tissus, véritable critique de la répartition des richesses dans le monde. On se demande vraiment où il a puisé son inspiration. Socialiste et pacifiste, Wells sera avant tout un auteur social. Il sera présenté comme un successeur de Charles Dickens et sera nommé 4 fois pour le prix Nobel de littérature, qui lui échappera à chaque fois. Cependant, ses qualités littéraires sont reconnues par tous, et Brian Aldiss, auteur britannique de science-fiction dont l'œuvre la plus célèbre reste Heliconia et qui a collaboré avec Stanley Kubrick sur l'écriture de la nouvelle Les Super Toys, dont Spielberg a tiré par la suite le film Intelligence artificielle, Brian Aldiss, donc, qualifiera Wells de Shakespeare de la science-fiction. L'œuvre de Wells est très éclectique. Science-fiction certes, mais aussi satire sociale, œuvre de prospective, ouvrage de vulgarisation scientifique, mais aussi de vulgarisation historique et sociale. Comme je l'ai dit précédemment, la critique sociale sous-tend les œuvres de Wells, et notamment ses œuvres de science-fiction. Dans La machine à explorer le temps, paru en 1895, Wells décrit, grâce à son héros voyageant dans un lointain futur, une société dans laquelle le capitalisme a évolué vers des extrêmes. Les classes supérieures, à force de ne rien faire, sont devenues des êtres oisifs, hédonistes et intellectuellement limités, vivant en surface. Tandis que la classe ouvrière a donné des êtres à l'intelligence tout aussi limitée, cruels, vivant reclus sous terre. Dans cette œuvre, Wells dénonce les inégalités de la société victorienne et alerte quant à ce qu'elle peut produire à terme si rien ne change. Ce type d'approche est dénommé la dégénération sociale, un concept à mi-chemin entre la biologie et la sociologie qui était très en vogue au XIXe siècle.
Les dégénérationnistes craignaient que le déclin de la société entraîne un déclin biologique, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan cognitif. Cette idée était tirée des travaux de Lamarck, biologiste considérant que l'environnement générait des modifications durables des organismes. L'exemple le plus célèbre étant celui du cou de la girafe qui s'est allongé à force qu'elle tire dessus pour atteindre les feuilles les plus hautes des arbres. On est ici bien loin de la vision darwinienne de l'évolution, qui considère que les changements se produisent par hasard et que l'environnement sélectionne les plus viables. Et d'ailleurs, Darwin n'adhérait pas du tout à la théorie de la dégénérescence sociale. C'est cependant cette théorie que Wells va exploiter dans La machine à explorer le temps, de façon particulièrement intéressante et afin de mettre en évidence les travers de la société victorienne du XIXe siècle. Dans La guerre des mondes, paru en 1898, Wells raconte comment les Martiens attaquent la Terre afin d'en prendre possession, leur propre planète étant mourante. En fait, ce roman est une critique de la politique colonialiste britannique. La marine britannique du XIXe siècle était la plus puissante de la planète. L'Empire colonisait les terres à tour de bras. Et dans son roman, Wells écrase symboliquement cette marine britannique. Il détruit aussi l'Empire britannique, les Martiens s'imposant comme une race supérieure aux Terriens. Ainsi, Wells, de façon déguisée, va décrier la politique colonialiste de l'Angleterre de l'époque et se poser effectivement comme homme de paix qui refuse l'avilissement des autres civilisations. Dans l'île du Docteur Moreau, paru en 1896, Wells va plutôt aborder les questions de la définition de l'humain en tant qu'être, la responsabilité morale de l'humain, ou ses interférences avec la nature. En effet, dans ce roman, le Docteur Moreau réalise sur son île un grand nombre de greffes et d'interventions chirurgicales sur des animaux, afin de les transformer en humains. Ces hybrides sont ensuite installés dans un village où ils doivent vivre selon des règles particulières des humains. Ne pas marcher à quatre pattes, ne pas laper pour boire, ne pas se nourrir d'autres animaux, etc. Wells s'interroge ici sur ce qui fait de nous des êtres humains. Est-ce qu'on est humain? Est-ce qu'on le devient? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est moral? Toutes ces questions sont peu présentes dans le roman. Et en plus, il va dénoncer la vivisection, l'intervention chirurgicale sur des vertébrés vivants, dont l'abolition est un sujet de débat houleux en Angleterre à la fin du XIXe siècle. Wells va donc écrire des romans qui sont en lien avec l'actualité de son temps, qui sont en lien avec ses idées, qu'elles soient politiques ou scientifiques. Et il va s'attacher à essayer de définir ce qu'est l'humain et ce qui fait qu'un humain va être moral ou non. Dans L'homme invisible, paru en 1897, il va donc continuer de s'interroger sur la moralité humaine. Son héros, Griffin, mettra à profit l'invisibilité qu'il s'est octroyée grâce à une formule scientifique mise au point par lui-même, pour commettre de nombreux forfaits et larcins, allant jusqu'à des agressions physiques. Si au départ son héros tente simplement d'échapper à la misère et aux créanciers dont il est débiteur, et c'est pour ça qu'il passe par l'invisibilité, il devient en fait rapidement un individu mégalomane, sombrant progressivement dans la démence. Ce roman peut être perçu comme une version moderne de l'anneau de Gygès, artefact magique mentionné par Platon dans le 2e livre de la République. Il faut juste préciser que Wells a lu tout Platon. Il était un fervent admirateur. Et donc cet anneau magique octroyait à son possesseur le pouvoir de devenir invisible à volonté. Platon s'interrogeait alors sur la moralité de l'individu. Est-ce que l'homme serait moral s'il n'avait pas à rendre compte de ses actes à la société et ne craignait aucune punition? Wells va donc reprendre ce thème, mais va y apporter une réponse partielle. Griffin, qui était un individu caractériel et misanthrope lorsqu'il était visible, va devenir un être totalement amoral lorsqu'il sera invisible. Ses travers ne vont que s'amplifier, d'autant plus qu'il ne parviendra pas à redevenir visible et sera ainsi condamné à vivre en marge de la société. Herbert George Wells est mort le 13 août 1946 à Londres en laissant derrière lui une œuvre prolifique. Il était un auteur engagé dans la lutte sociale et a participé à la naissance de la science-fiction moderne grâce à ses romans scientifiques, comme on les qualifiait alors. Il aura abordé des thèmes qui deviendront des classiques du genre, comme les hybrides humains-animaux ou les voyages dans le temps. Il aura marqué toute une époque de la littérature et façonné tout un genre. Je vous propose de vous lire un extrait de La machine à explorer le temps.
afin que vous vous rendiez compte des qualités littéraires de Wells et de tout ce que son roman a de palpitant. Donc en fait, notre héros vient juste de faire un bond dans le futur grâce à sa machine à voyager dans le temps qu'il a mis au point. Et donc arrivé dans un lointain futur, observe le paysage qui l'environne. Et là, la nuit ne tardant pas et commençant à tomber, il fait le point sur ce qu'il a vu et sur ce qu'il peut en déduire du futur. Observant tous ces faits, je commençai à les coordonner. Et voici sous la forme qu'elle prit ce soir-là, quel fut le sens de mon interprétation. Par la suite, je m'aperçus que je n'avais trouvé qu'une demi-vérité et n'avais même entrevu qu'une facette de la vérité. Je croyais être parvenu à l'époque du déclin du monde. Le crépuscule rougeâtre m'évoqua le crépuscule de l'humanité. Pour la première fois, je commençais à concevoir une conséquence bizarre de l'effort social où nous sommes actuellement engagés. Et cependant, remarquez-le, c'est une conséquence assez logique. La force est le produit de la nécessité. La sécurité entretient et encourage la faiblesse. L'œuvre d'amélioration des conditions de l'existence, le vrai progrès civilisant qui assure de plus en plus le confort et diminue l'inquiétude de la vie, était tranquillement arrivé à son point culminant. Les triomphes de l'humanité unie sur la nature s'étaient succédés sans cesse. Des choses qui ne sont à notre époque que des rêves étaient devenues des réalités. Et ce que je voyais en étaient les fruits. Après tout, l'activité d'aujourd'hui, les conditions sanitaires et l'agriculture en sont encore à l'âge rudimentaire. La science de notre époque ne s'est attaquée qu'à un minuscule secteur du champ des maladies humaines, mais malgré cela, elle étend ses opérations d'une allure ferme et persistante. Notre agriculture et notre horticulture détruisent à peine une mauvaise herbe ici et là, et cultivent peut-être une vingtaine de plantes saines, laissant les plus nombreuses compenser, comme elles peuvent, les mauvaises. Nous améliorons nos plantes, nos animaux favoris, et nous en avons si peu, par la sélection et l'élevage, tantôt une pêche nouvelle et meilleure, tantôt une grappe sans pépins, tantôt une fleur plus belle et plus parfumée, tantôt une espèce de bétail mieux adaptée à nos besoins. Nous les améliorons graduellement, parce que nos vues sont vagues et hésitantes, et notre connaissance des choses très limitée. Parce qu'aussi la nature est timide et lente dans nos mains malhabiles. Un jour, tout cela ira de mieux en mieux. Tel est le sens du courant en dépit des reflux. Le monde entier sera intelligent, instruit et recherchera la coopération. Toutes choses iront de plus en plus vite vers la soumission de la nature. À la fin, sagement et soigneusement, nous réajusterons l'équilibre de la vie animale et de la vie végétale pour qu'elles s'adaptent à nos besoins humains. Ce réajustement, me disais-je, doit avoir été fait et bien fait. Fait, à vrai dire, une fois pour toutes, dans l'espace du temps à travers lequel ma machine avait bondi. Dans l'air, ni moucherons ni moustiques. Sur le sol, ni mauvaises herbes ni fongosité. Des papillons brillants voltigeaient de ci de là. L'idéal de la médecine préventive était atteint. Les maladies avaient été exterminées. Je ne vis aucun indice de maladie contagieuse quelconque pendant tout mon séjour. Et j'aurais à vous dire plus tard que les processus de putréfaction et de corruption eux-mêmes avaient été profondément affectés par ces changements. Des triomphes sociaux avaient été obtenus. Je voyais l'humanité hébergée en de splendides asiles, somptueusement vêtue, et jusqu'ici je n'avais trouvé personne qui fût occupé à un labeur quelconque. Nul signe, nulle part de lutte, de contestation sociale ou économique. La boutique, la réclame, le trafic, tout le commerce qui constitue la vie de notre monde n'existait plus. Il était naturel que par cette soirée resplendissante, je saisisse avec empressement l'idée d'un paradis social. La difficulté que crée l'accroissement trop rapide de la population avait été surmontée et la population avait cessé de s'accroître. Mais avec ce changement des conditions viennent inévitablement les adaptations à ce changement. Et à moins que la science biologique ne soit qu'un amas d'erreurs, quelles sont les causes de la vigueur et de l'intelligence humaine ? Les difficultés et la liberté ? Conditions sous lesquelles les individus actifs, vigoureux et souples survivent et les plus faibles succombent. Conditions qui favorisent et récompensent l'alliance loyale des gens capables, l'empire sur soi-même, la patience, la décision, l'institution de la famille et les émotions qui en résultent, la jalousie féroce, la tendresse envers la progéniture, le dévouement du père et de la mère, tout cela trouve sa justification et son appui dans les dangers qui menacent les jeunes. Maintenant, où sont ces dangers ?
Un sentiment nouveau s'élève contre la jalousie conjugale, contre la maternité farouche, contre les passions de toutes sortes. Choses maintenant inutiles qui nous entravent, survivance sauvage et discordante dans une vie agréable et raffinée. Je songeais à la délicatesse physique de ces gens, à leur manque d'intelligence, à ces ruines énormes et nombreuses, et cela confirma mon opinion d'une conquête parfaite de la nature. Car après la lutte vient la quiétude. L'humanité avait été forte, énergique et intelligente, et avait employé toute son abondante vitalité à transformer les conditions dans lesquelles elle vivait. Et maintenant, les conditions nouvelles réagissaient à leur tour sur l'humanité. C'était donc un extrait de La machine à explorer le temps d'H.G. Wells, traduit de l'anglais par Henry D. Davray. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une excellente journée et d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous retrouverai pour un nouveau numéro de Sciences et Fiction en janvier prochain.